Dans le matin de la savane africaine, c'est l'heure des retrouvailles chez les hyènes du clan de Talek. Les jeunes de la matriarche s'attirent les faveurs de leur mère. Un seul d'entre eux sera préféré et héritera son pouvoir. Chez les hyènes tachetées, il est d'abord question de domination et de soumission. Une étude scientifique à grande échelle a mis en évidence l'intelligence de l'espèce. Kay Holtkamp essaye depuis 25 ans de comprendre la hiérarchie complexe et sexiste des hyènes. Grâce aux analyses, on sait déjà que la robustesse de ces animaux fera progresser la médecine humaine. Mais les hyènes souffrent de leur réputation d'animaux cruels. Pour la population rurale qui défend son bétail, elles sont de dangereux prédateurs qu'il faut éliminer. Le conflit avec les hommes s'aggrave. Cependant, ces tueuses redoutables sont aussi des mères tendres et attentionnées. Leur solidarité fait leur force. Les hyènes sont de véritables curiosités de la nature. Après une nuit d'errance à travers son territoire, Hélios retrouve ses jeunes dans la tanière collective. La matriarche du clan de Talek a eu beaucoup de petits, mais sa dernière portée capte toute son attention. Rohan et Wano sont nés en même temps, mais une seule des deux héritera le rang de sa mère et deviendra la chef du clan. Les petites femelles sont agressées en permanence par les plus grandes. Les jeunes se livrent des combats sans merci afin d'imposer une domination. La lutte pour se faire une place a commencé dès la naissance. Pour l'instant, Rohan semble avoir la préférence d'Hélios. Dans 6 mois, l'une des deux petites gagnera les faveurs de la mère. Le reste de la troupe devra le respect à celle qui sera devenue l'héritière. Hélios veut sa tranquillité. L'agresseur de ses protégés est prié de garder ses distances. La femelle dominante doit faire preuve d'autorité. Elle s'approche de ses congénères, la queue dressée, et leur impose une attitude de soumission. Les petites regardent leur mère. Elles seront plus tard encouragées à l'imiter chaque fois qu'elle remettra quelqu'un à sa place. Âgée d'1 an, Tika a encore besoin de téter Hélios. Mais celle-ci réserve son lait au dernier né. Tika est rejetée et rabaissée. Il devra supporter son rang inférieur toute sa vie. Pour lui commence l'apprentissage de la privation, de la soumission. Chaque matin, Kay Holtkamp et son équipe de biologistes se postent devant la tanière collective. Ils connaissent individuellement tous les membres du clan de Talek, ainsi que leurs liens de parenté. Les hyènes tachetées forment une société très complexe. Chaque animal doit être capable d'identifier tous ses congénères. Dans le clan que nous étudions, il y a environ 127 individus. Chacun doit savoir reconnaître les 126 autres. Ils ne peuvent commettre la moindre erreur, car s'ils agressaient un individu d'un rang supérieur, ils se feraient battre. Ce processus d'apprentissage est très important.
Grâce à un rigoureux travail d'identification en place depuis 25 ans, les scientifiques essayent de comprendre les relations sociales complexes qui régissent la société des hyènes tachetées. Des colliers émetteurs ont été installés sur quelques individus afin de localiser rapidement le groupe. David Green parcourt le territoire à la recherche du clan d'Hélios. Il répertorie les relations entre chaque membre du groupe. Les données s'accumulent. Elles relatent les moindres comportements. Il est 17h52 et nous avons une femelle avec un collier qui se nourrit d'un morceau d'os. On peut confirmer qu'il s'agit de Buenos Aires, à 210 mètres au sud de Tibet. L'une d'elles est Sponge. Sponge a les oreilles en arrière. Elle renifle le visage de Maasai. Les membres du clan se rassemblent chaque matin et soir autour de la tanière. Le salut commence par un examen olfactif des parties génitales. C'est leur façon de s'identifier. Les jeunes participent très tôt à ce rituel. À l'âge de 8 mois, une hyène doit connaître son rang sur l'échelle sociale. Magenta, la jeune femelle, est trop jeune pour enfanter. Elle s'intéresse néanmoins aux tout petits. Autour de la tanière collective, les femelles peuvent s'occuper de tous les bébés. Magenta joue la babysitter et développe ainsi son instinct maternel. Le jeu prend une part importante dans l'éducation des jeunes. Chez les hyènes tachetées, on a le culte du petit dernier. Parmi ces bébés espiègles se trouve peut-être la future chef du clan. David établit des cartes d'identité, avec la date de naissance, le nom de la mère, ainsi que le rang social. Le groupe Talek est le plus grand du monde connu à ce jour. Ses membres vivent seuls ou en petits groupes disséminés. La défense du territoire est leur priorité. Nous identifions chaque hyène individuellement par les motifs de ses taches. J'ai pris une photo d'un animal sur le terrain et en ce moment je suis en train d'essayer de trouver de qui il s'agit en faisant correspondre ma photo avec les photos du fichier. Dans le fichier, nous avons toutes leurs anciennes photos. C'est toujours une bonne chose de vérifier 2 fois. Sur celui-ci, je vois une marque bien distinctive au milieu du dos. Une encoche entourée de lignes parallèles. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les hyènes s'adaptent à la croissance de la population humaine en regardant où et comment elles se déplacent. Chaque jaune que vous voyez indique heure par heure la localisation exacte de la hyène que nous recevons grâce à son collier GPS. Cette femelle se déplace beaucoup. Elle est partie très loin au sud. Elle se balade également beaucoup dans le village, à 2 km au nord de la réserve. C'est le village de Talek, qui est la plus grande zone d'habitation proche du Masai Mara. C'est très dangereux pour une hyène d'être dans cette zone. Quand nous avons commencé à recevoir les coordonnées de son collier GPS, nous étions très inquiets pour sa survie, car beaucoup de gens n'apprécient pas les hyènes autant que nous. Elle s'attire beaucoup de problèmes, car elle chasse le bétail et entre en conflit avec les gens.
Le territoire des hyènes du clan de Talek est situé près d'un village en expansion. La cohabitation est forcément compliquée. Si Ilios et les siens s'invitent parfois sur le territoire des hommes, ces derniers ont aussi pris l'habitude de franchir la limite du parc national. Il n'existe pas de clôture pour délimiter la frontière. Elle n'est qu'un trait sur la carte. Les Maasai étaient semi-nomades, cherchant l'herbe plus verte pour leurs troupeaux au gré de la pluie. Mais ils se sont largement sédentarisés pour bénéficier d'un accès à l'eau et à l'éducation. Ils ont espéré améliorer leur niveau de vie et celui de leurs enfants. Pour les Maasai, l'élevage est vital, car ils ne cultivent pas la terre. Ils ont trouvé une opportunité économique avec la forte demande en viande. Dès son plus jeune âge, le guerrier Maasai est responsable d'un troupeau. Pour Sayalel, la priorité quotidienne reste de trouver des zones de pâturage pour ses bêtes. La cohabitation avec les hyènes est tendue. Les hyènes viennent jusque dans le village et tournent autour de la propriété. Elles attaquent les chèvres et les vaches. C'est très facile pour elles de s'en prendre à nos bêtes. Quand la hyène attaque une vache, par exemple, elle mord d'un coup et part avec un morceau. Personne ne peut la chasser car elle est trop rapide. En attendant, elle nous a laissé une vache avec une grosse blessure. Ce n'est pas simple d'habiter ici près de la réserve. Nous sommes confrontés aux animaux sauvages qui viennent s'attaquer au bétail jusque dans les enclos. Le gouvernement ne nous aide pas. On ne reçoit aucun bénéfice des revenus touristiques du parc national. Les autorités sont conscientes des difficultés des éleveurs qui endurent des années de sécheresse. L'envolée démographique et l'expansion des villages ont réduit les zones de pâturage. En fin de saison sèche, Sayalel n'a d'autre choix que de conduire les troupeaux à l'intérieur de la réserve. Les autorités le tolèrent, mais seulement la nuit, à l'abri du regard des touristes. La confrontation avec les hyènes est alors inévitable. La savane est une mosaïque de différents territoires de hyènes. Le clan de Talek est cantonné près du village qui s'agrandit. Ailleurs, la place est prise par d'autres clans. Au son des cloches, Ilios et les siens montrent des signes d'anxiété. Il y a tellement de monde, tellement d'activités humaines et de passages dans cette zone. Cela rend les hyènes très anxieuses et stressées. Elles doivent faire très attention non seulement à leurs prédateurs naturels que sont les serpents, les crocodiles et les lions, mais aussi aux humains qui se baladent avec des lances et qui le plus souvent seraient très heureux de les tuer. L'autre point important, c'est qu'il y a beaucoup de bétail qui pâture sur cette zone et que l'herbe est très courte. Il y en a de moins en moins pour les herbivores sauvages qui constituent la nourriture naturelle des hyènes. Cela leur met une pression inhabituelle qui les pousse à faire des excursions très loin pour trouver de la nourriture. L'étau se resserre autour des hyènes de Talek. Si leur territoire se réduit, elles devront conquérir d'autres espaces. Kay décide alors d'équiper une hyène d'un collier émetteur afin de pouvoir suivre ses déplacements. Le choix n'est pas facile. Il faut d'abord être sûr à 100% de l'identité de la candidate. Lou est la première fille de la chef du clan. Elle n'a pas été la plus choyée et reste aujourd'hui à l'écart du groupe pour trouver sa nourriture. Son rang inférieur l'oblige à partir loin de la tanière.
En la suivant à l'aide d'un collier GPS, on connaîtra l'étendue de son territoire. L'opération est complexe. L'animal doit être au calme. Il faut aussi un environnement propice. Pas de prédateurs dans les environs, ni de point d'eau où la hyène pourrait tomber après son réveil. L'équipe s'arme de patience, car l'approche est délicate. Joli coup. Je pense que ça va aller pour elle. J'aimerais bien qu'elle tombe juste là. Déplaçons-la dans cet endroit dégagé pour la manipuler. L'anesthésie est bien maîtrisée. Les biologistes n'ont qu'1 heure pour réaliser un examen complet de la jeune femelle. Toutes ces mesures alimentent la base de données du Centre de recherche sur les hyènes. Elle a une belle pression sanguine. Longueur de la dent supérieure. Longueur de la dent inférieure, 13,78. Dent supérieure, 98,34. 15,66. 26,44. Voici donc une femelle qui n'a jamais eu de petit. Elle a un peu plus de 2 ans. C'est à cela que ressemblent les mamelles quand elles sont jeunes. 5,82. Voici ses étranges parties génitales. C'est son clitoris. Malgré l'apparence, il s'agit bien d'une femelle. C'est un cas unique chez les mammifères. Les scientifiques cherchent encore les raisons de cette anatomie particulière. 22,09, 50,5, 24, 54 moins la civière, 52,3, 96 c'est la longueur du corps. Lou est petite pour son âge. Son rang inférieur ne lui a donné qu'un accès réduit à la nourriture. Elle devra souvent se contenter de carcasses pour calmer sa faim. Ses dents se casseront plus vite. Elle vivra moins longtemps. La jeune femelle est relâchée dans un abri calme et frais, loin des regards. Elle peut retrouver ses esprits paisiblement. Forte d'une expérience de 25 ans, Kay maîtrise parfaitement cette opération délicate. Ok, c'est bien les gars. Ne restons pas là. Dans le laboratoire de Bruce, l'équipe répertorie toutes les données collectées. When we collect blood from hyenas, we actually break it into a lot of different parts. On le sépare en plusieurs parties. So we use the serum in these tubes to actually measure disease antibodies, so we can see what diseases they've been exposed to. And then we extract DNA from the blood. We collect a number of bacterial swabs from various places around the animal's body. And what we're interested to do with that is to understand in part how the bacteria and the hyena interact. These hyenas are remarkably resistant to bacteria, and so even though we can see from their blood that they've been exposed to a number of different types of diseases, they don't show symptoms of those diseases. They don't get sick. Les échantillons sont conservés dans le nitrogène liquide.
avant d'être envoyés pour analyse dans un laboratoire de l'Université du Michigan. Les scientifiques espèrent faire progresser la recherche médicale humaine pour traiter, notamment, les intoxications. Lorsque la nourriture vient à manquer, les hyènes peuvent se contenter de charognes. Elles sont les seuls prédateurs capables de broyer et de consommer les os. Leur système immunitaire est remarquable. Par le passé, les épidémies de peste bovine ont décimé les lions et les guépards. Mais les hyènes ont toujours résisté. En nettoyant la savane, elles évitent la propagation des maladies. Les charognes qu'elles consomment par nécessité ne représentent cependant qu'un dixième de leur alimentation. En fin de saison sèche, lorsque la chaleur écrase la savane, les troupeaux peinent à trouver de la nourriture. Les éleveurs n'ont d'autre choix que de faire pâturer les bêtes à l'intérieur de la réserve, même durant la journée. La chaleur accablante oblige les hyènes du clan de Talek à trouver un peu de fraîcheur. Rien de tel qu'un bain pour se protéger des parasites. A priori, rien ne pourra les déranger. Même si les hyènes chassent plutôt de nuit, elles sont avant tout des prédateurs opportunistes, et mieux vaut ne pas traîner sur leur territoire. La technique est imparable. Encerclement, prudence et audace. La partie est jouée d'avance. C'est une aubaine dans cette saison de disette. Tout le monde s'invite au festin, mais les convives mangeront à tour de rôle selon un ordre clairement établi. Hélios, la matriarche, n'a pas eu besoin de chasser pour accéder en priorité à la nourriture. Elle s'octroie les meilleures parties. Les hyènes du rang le plus bas sont priées d'attendre, et les mâles sont systématiquement rejetés. Ils devront trouver leur nourriture ailleurs. On assiste à un concert de ricanement autour de la proie. Il s'agit pour chacun de décliner clairement son identité. On ne mange pas ensemble, mais l'un après l'autre. Les disputes sont inévitables quand le repas est frugal, mais rares sont les bagarres violentes. Les morceaux de choix sont chèrement disputés.
En cette période, aucun gaspillage n'est toléré. Le marabout joue aujourd'hui le rôle du charognard. Ses sucs gastriques sont aussi puissants que ceux des hyènes. La jeune vache égarée a été consommée en 15 minutes. La négligence de l'éleveur lui coûtera 250 €, une fortune qui le prive d'une partie de son patrimoine. Il cherchera sa bête à travers la savane, en vain. Nul doute qu'elle sera vengée, au hasard. Les hyènes sont responsables de 70 attaques par an sur les troupeaux du village de Talek. Une vingtaine d'entre elles sont tuées en représailles, piégées par des collets embarbelés qui, au mieux, leur laissent de profondes blessures. Les éleveurs répandent des pesticides sur les carcasses et tuent indistinctement tous les carnivores. Les hyènes et les lions sont les victimes directes de ces empoisonnements. Les autorités ne peuvent que déplorer l'hécatombe. Je veux m'assurer qu'on ne perde aucune dent. Voici une grande femelle adulte. Elle a un crâne très bien développé et d'imposantes pommettes, sur lesquelles sont attachés les muscles des mâchoires. Et les muscles des mâchoires sont rattachés à cette superbe crête sagittale. Les mâchoires s'articulent de cette façon. Il n'y a pas de mouvement latéral. Elles vont seulement de haut en bas, comme des ciseaux. Les tissus mous sont tranchés ici et les tissus durs entre ces deux dents. Une fois qu'elles ont ouvert la carcasse, elles arrachent de grands morceaux de viande avec leurs canines et incisives, qui sont ces dents de devant. Ces dents exercent une pression phénoménale quand elles sont soudées. Elles se joignent et produisent une force de 600 kg. Elles peuvent briser un os aussi gros qu'un fémur d'éléphant. Je ne plaisante pas, c'est vraiment extraordinaire. On pense que ces deux animaux ont été tués par des humains, malheureusement. Est-ce que les mères aident les jeunes à se nourrir à partir du moment où ils sont sevrés, et ce jusqu'à ce que leur crâne soit complètement développé? La plupart des femelles carnivores aident seulement leurs petits jusqu'au sevrage. Ensuite, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Les femelles hyènes restent avec leurs bébés et continuent de les aider à se nourrir autour des chasses. Elles seront très agressives envers les autres hyènes, afin de laisser manger leurs petits près d'elles. Cela permet aux bébés de survivre, même s'il n'est pas capable de se défendre. Car il faut plus de 3 ans pour que le crâne se développe complètement. Cette canine, quand elle est sortie, est tout simplement énorme. Chez les carnivores, les mâchoires ne suffisent pas pour terrasser une proie. Ils ont en eux l'instinct de prédation. Cette force intérieure se développe avec le jeu, qui est toujours un prétexte pour affirmer sa domination. Les hyènes aussi ont cet instinct. Le jeune Tika, à présent sevré, demeure le souffre-douleur de ses sœurs aînées. Lorsqu'il atteindra l'âge de la puberté, il devra, comme tous les mâles, quitter son clan et se faire accueillir ailleurs. Sa vie d'adulte commencera en bas de l'échelle sociale. Le système féodal des hyènes tachetées est implacable. Tika doit accepter son destin, en jouant. David part ce matin sur les traces de Lou, la jeune femelle, en essayant de capter son signal GPS.
Il la retrouve harcelée par une coalition de 3 mâles désireux de s'accoupler. Même si Lou n'est pas encore prête, les mâles préfèrent tester une femelle de rang inférieur afin d'éviter les représailles. Chez Helios et ses petits, les séances de reniflage renforcent le lien familial. Il est impossible de distinguer un mâle hyène d'une femelle tant ils se ressemblent. Les femelles sont pourvues d'un clitoris externe surdimensionné, aussi gros que le pénis des mâles, qui leur sert à s'accoupler et à mettre bas. Aucune théorie scientifique n'explique encore cette anatomie unique dans la nature. Même si les petits reconnaissent Hélios visuellement, rien ne remplace l'odorat pour se rassurer auprès d'elle. Les hyènes ont les sens surdéveloppés. Elles peuvent détecter une charogne à des kilomètres et percevoir les ultrasons. Elles ont toutes les armes d'un super prédateur qui surveille et protège son territoire. C'est la période d'abondance dans la savane du Masai Mara. Après des mois d'absence, les troupeaux d'herbivores arrivent de Tanzanie à la recherche de nouveaux pâturages. La traversée de la rivière Mara est le moment à ne pas manquer. On vient du monde entier pour admirer le spectacle de la grande migration des gnous qui peinent à trouver leur chemin dans ce rodéo chaotique. Les animaux sont chaque année moins nombreux à revenir dans les plaines kenyanes. Les prédateurs sont au rendez-vous de ce festin annoncé. Généralement, les lions et les guépards réussissent la moitié de leur chasse. Mais lorsque les voitures s'en mêlent, les chances de se nourrir diminuent encore. La moue et ses compères sont moins populaires que les grands félins. On peut cependant admirer leur tactique de chasse, d'une redoutable efficacité. Les 3 mâles tentent leur chance loin de leur base et à l'écart des femelles du clan. La tactique d'encerclement est imparable. On isole un groupe avant d'attraper un individu au hasard.
Les hyènes sont les plus efficaces des prédateurs terrestres. Contrairement aux idées reçues, elles tuent ce qu'elles mangent et sont suffisamment puissantes pour attaquer de grosses proies. Un instant d'inattention a trahi le gnou. Ne pouvant terrasser l'animal d'un seul coup, les hyènes saisissent l'arrière-train grâce à leur puissante mâchoire et leur cou musclé. Elles n'ont pas besoin de tuer leur proie. C'est la raison de leur mauvaise réputation. Pourquoi risquer un coup de corne lorsqu'on peut déguster immédiatement les parties tendres ? Épuisé, le gnou lâche ses dernières forces dans un combat perdu d'avance. Il s'évanouit lentement et meurt d'hémorragie. Le repas est d'un calme inhabituel. Les trois mâles n'ont aucune raison de se disputer devant un tel festin. L'amour reste vigilant et surveille les alentours. Si une hyène de rang supérieur approchait, ils devraient abandonner le fruit de leur chasse. Mieux vaut alors vite avaler le repas. En 15 minutes, les trois mâles ont englouti chacun 20 kilos de viande fraîche, soit un tiers de leur poids. Les véritables charognards vont pouvoir profiter de la moitié d'un gnou. Rien ne sera laissé. D'autres hyènes consommeront peut-être les os, un peu plus tard. Une dizaine d'heures de sieste sont nécessaires pour digérer cet énorme repas. Avant le prochain, le soir même. Les hyènes de rang inférieur sont condamnées à parcourir la savane en solitaire, en quête de la nourriture qu'elles n'ont pas eu le droit de partager lors d'une chasse. Malgré leur statut, elles doivent tirer leur épingle du jeu. Au sein de Hyena Research, on a remarqué l'ingéniosité des citoyens de seconde zone qui luttent pour leur survie. Les scientifiques mènent depuis 3 ans une expérience basée sur la mémoire et l'audace des hyènes. Pour David, le contexte social développe leur intelligence. Une hyène affamée osera-t-elle se saisir d'un morceau de viande posé au fond d'une cage métallique? À gauche? Non, c'est un jeune. Ah non, c'est une femelle. Pas la moindre trace de nourriture pour Alfreda. Elle parcourt la savane, mais ne trouve aucune proie à se mettre sous la dent. Une vieille charogne desséchée pourra peut-être calmer ses nerfs, à défaut de son appétit.
Tenaillée par la faim, Alfreda se lance dans une attaque désespérée. Mais les chances d'attraper un bébé topi en plein jour sont presque nulles. David a devant lui la bonne candidate pour son expérience. L'objectif est de voir si les hyènes peuvent apprendre à ouvrir cette cage et résoudre ce casse-tête de manière fiable. Nous voulons mesurer l'intelligence des hyènes. Une hypothèse dominante dit que l'intelligence dépend de l'environnement social. Pour la première étape de l'expérience, David laisse la viande à l'intérieur de la cage ouverte. Alfreda n'a jamais vu cette cage métallique. Aura-t-elle l'audace de s'en approcher? La hyène est en plein conflit intérieur. Cette chose inconnue représente un danger potentiel, mais l'odeur de la viande l'attire irrésistiblement. Déjà 8 minutes d'hésitation et la faim qui la tenaille. Alfreda a surmonté sa peur. Il lui a fallu un quart d'heure pour se décider, mais elle prend beaucoup moins de temps pour se saisir de la deuxième part. Le temps de réaction diminue. Et la troisième bouchée est saisie presque sans hésitation. Par la suite, David va répliquer l'expérience de la boîte ouverte. Les hyènes reviendront à chaque fois plus en confiance. Le temps pour résoudre le problème diminuera. Quelques mois plus tard, on fermera la cage avec de la viande à l'intérieur. L'animal, convaincu que la boîte est attirante et inoffensive, cherchera les moyens de l'ouvrir. Le temps qu'elles mettent à ouvrir la boîte diminue au fur et à mesure. Donc elles ne sont pas seulement en train d'apprendre à attraper la nourriture, elles se rappellent aussi comment elles ont fait. Et à chaque fois, elles sont plus rapides. Les hyènes tachetées sont les seuls prédateurs à réfléchir ainsi. Lorsque le test de la cage s'interrompra pour reprendre un an plus tard, elles se souviendront de ce qu'elles ont appris. On compare leur intelligence à celle des grands primates. Les espèces fortes sont celles où les faibles s'ingénient à trouver des solutions pour survivre. Le groupe de Talek s'est forgé un caractère où même les dominés tirent leur épingle du jeu.
Après 25 ans d'observation, Kay et ses étudiants sont impressionnés par les performances des hyènes lors des tests. Cette étude scientifique nous a permis d'apprendre beaucoup sur la structure de la société, sur l'héritage, mais aussi sur l'acquisition et le maintien de son rang au cours de la vie d'un individu. Nous ne savions rien de tout cela quand nous avons commencé. Et c'était notre but premier. Mes étudiants et moi sommes très attachés à ces animaux. On arrive à les connaître individuellement et on les voit grandir. On comprend leur personnalité. On sait que celle-ci est plus timide, que celle-là est plus curieuse. C'est vraiment amusant de voir ces différences. Et oui, on se sent réellement responsable d'elles, en particulier quand on les anesthésie. On fait très attention parce que vraiment, on les aime. Le jeune Tika, tout juste sevré, doit se faire une place dans ce monde où la compétition régit les rapports sociaux. Son rang inférieur l'oblige à tirer parti de toutes les situations. Il devra s'allier à d'autres pour améliorer son sort. Des coalitions se forment afin de maintenir le statut social de chacun dans le groupe. Ventre à terre et queue dressée, les subalternes organisent des putschs contre les bien-nés et pourront peut-être améliorer leurs conditions. Mais lorsqu'un danger surviendra de l'extérieur, Helios et son clan oublieront leur querelle pour s'allier contre l'ennemi commun. L'émancipation passe par la confrontation et le jeu, indispensable au développement des jeunes. De chaque rapport social doit sortir un vainqueur. Chez les bébés d'Hélios, Rohan a pris la position du dominant, en tétant du côté de sa mère. Wano est reléguée entre les pattes arrière, à l'écart de la chaleur du ventre. Elle restera toute sa vie la subordonnée de la préférée. Rohan est l'héritière désignée jusqu'à la prochaine portée d'Hélios. C'est alors que reprendra la compétition pour le rôle de favorite.